Ernesto était mon frère et le Che mon camarade. Mais pour moi, c'était une seule et même personne. C'était un homme intègre, un révolutionnaire, doté d'un sens aigu de la politique, un homme qui voulait vraiment la révolution. Le Che était un bel homme. Je ne devrais peut-être pas le dire, mais nous étions toutes amoureuses de lui. Je ne l'ai jamais vu danser, mais il paraît qu'il avait 2 jambes gauches. Je ne l'ai pas connu. Ou si peu. Quand mon père a quitté Cuba pour le Congo, j'avais 3 ans. Le Che est immortel, pour moi et pour nous tous. Parce que son nom et son exemple rayonnent et il illumine tout le monde. Ernesto Guevara est mort il y a 50 ans et pourtant, à La Havane, il est omniprésent. Quel genre d'homme était le Che? Un combattant pur et dur, sans état d'âme, ou un homme au cœur tendre? C'est dans cette maison de la 47e rue qu'il a vécu avec sa famille dans le quartier de Nuevo Vedado. C'est là qu'ont grandi ses enfants, Aleida, Camilo, Celia et Ernesto, et aussi Hilda, surnommée Hildita, née d'un premier mariage. L'édifice abrite aujourd'hui les bureaux du centre d'études Ernesto Che Guevara, où travaille son fils Camilo, qui s'occupe de gérer le vaste héritage de son père, jour après jour. « 50 ans après la mort de ce rebelle légendaire, on en sait encore si peu sur l'homme qui se cachait derrière le personnage public. J'ai des souvenirs qui sont un peu comme des flashs. Mais je me demande si ce sont de vrais souvenirs, des images qui me viennent vraiment du passé, du moment bien réel où j'ai vécu ces choses, ou si je les ai rêvés. Peut-être aussi que je me suis forgé ces souvenirs à partir de photos. Tout ça, les rêves, les photos, ça influence la mémoire. Mon travail au centre Che Guevara me met parfois un peu dans l'embarras en ce qui concerne la façon dont je me réfère au Che du fait de mon lien de parenté avec lui. Quand je parle du personnage public en général, je l'appelle le Che pour ne pas insister lourdement sur le fait que c'était mon père. Mais je dis généralement papa, dans des contextes plus intimes. S'il est un homme qui a des souvenirs bien réels d'Ernesto Guevara, c'est son frère Juan Martín Guevara. Malgré leurs 15 ans d'écart, Juan et Ernesto étaient très proches et ils ont partagé beaucoup de moments précieux. Par exemple, on adorait tous les deux les chiens. Il y a une photo du Che dans la Sierra Maestra en train de lire Goethe. Il est allongé, le cigare au bec, comme ça, et il a un chien sous le bras. Un jour, il m'en a offert un. Je l'ai appelé Jack London, Jackie. Ce sont ces passions communes qui nous liaient l'un à l'autre. Ernesto Guevara grandit en Argentine dans une famille de la classe moyenne supérieure. Sa mère Celia aime l'art et la littérature. Son père est un noceur invétéré. Le petit Ernesto voit le jour à Rosario en 1928. On doit à son père, fervent amateur de caméra Super 8, de précieuses images de la vie de famille des Guevara. Ernesto ne reste pas longtemps fils unique. Bientôt naît sa sœur Celia, puis son frère Roberto,
et son autre sœur, Anna Maria. Leur mère les élève dans un esprit d'ouverture et de liberté. Ces enfants ont le champ libre pour faire autant d'expériences qu'ils le souhaitent. Chez les Guevara, les livres tiennent une place importante. Très tôt, Ernesto et ses frères et sœurs dévorent tout ce qu'ils trouvent dans la bibliothèque familiale, de Jules Verne à Jack London. La mère d'Ernesto l'appelle affectueusement Tété, et Tété a un sacré caractère. Mais il souffre d'asthme dès son plus jeune âge. Il n'a pas 2 ans lorsqu'il fait ses premières crises. Elles sont parfois si fortes qu'il est impossible pour Ernesto d'aller à l'école, si bien que c'est sa mère qui lui fait la classe à la maison. En 1943, son frère Juan Martín vient au monde. Même si Ernesto a déjà 15 ans, son petit frère et lui seront de grands amis. À la maison, il n'y avait qu'une salle de bain. Et nous étions 7. C'était donc assez compliqué. Enfin, pas de se laver à tour de rôle, non. Là où ça se compliquait, c'était quand Ernesto allait aux toilettes. En général, il y allait avec un livre. Il s'asseyait sur le trône et il se mettait à lire. Résultat, quand on voulait y aller, on frappait et silence radio. Tant qu'il n'avait pas fini son chapitre, impossible de le déloger. Il continuait tranquillement à bouquiner. Et à un moment donné, pour nous asticoter, il se mettait par exemple à déclamer un poème. En français. Vous voyez le genre. Alors là, on explosait. Sors immédiatement de la salle de bain. Ernesto veut devenir ingénieur. Mais lorsqu'il est confronté à la maladie et à la mort de sa grand-mère Anna Isabel, il change d'avis et se lance dans des études de médecine à l'université de Buenos Aires. Il interrompt ses études à diverses reprises pour voyager en train, à vélo ou à moto. Il devient un vrai globe-trotter. Il explore l'Argentine et toute l'Amérique du Sud. D'abord la Bolivie, puis le Pérou, le Costa Rica, la Colombie et le Venezuela. Il a vu alors toute la misère de l'Amérique latine. Quand il est parti, il n'imaginait même pas qu'on puisse vivre autrement que dans les milieux bourgeois de Buenos Aires ou d'autres villes d'Argentine. Et il est arrivé dans des contrées où les conditions de vie étaient catastrophiques, où les gens étaient exploités par les grandes entreprises, les grands propriétaires terriens, maltraités par les forces de l'ordre, par l'armée. C'est là qu'il a dû développer une conscience sociale très forte. En décembre 1953, ses pérégrinations sud-américaines conduisent Ernesto Guevara au Guatemala. Il y fait la connaissance d'Hilda Gadea, qui l'initie au marxisme. Il ne la trouve pas tellement jolie, mais très intéressante, avec un cœur d'or, dit-il. Et elle, elle le trouve trop beau pour être intelligent. Et donc, on se dit que c'est un couple qui ne va pas se faire. Et en fait, c'est par la relation intellectuelle, par la complicité dans les combats qu'ils vont mener, que peu à peu, l'union se fait. Au contact d'Hilda, Ernesto devient marxiste. Dès lors, ses compagnons de lutte le surnomment Che, en raison de son tic de langage typiquement argentin. À la suite du coup d'État manqué de 1954 au Guatemala, Ernesto fuit à Mexico, où il sera rejoint par Hilda l'année suivante. Ils se marient à l'été 1955, et en février 1956, naît leur fille Hilda Beatriz, surnommée Hildita. L'été 1955 est aussi celui de la rencontre entre Ernesto et l'homme qui déterminera son avenir, le Cubain Fidel Castro. Celui-ci est en train d'organiser une expédition à Cuba pour déposer le dictateur Fulgencio Batista. Le Che rejoint son commando et apprend l'art de la guérilla. C'est la première fois qu'il tient une arme. Le groupe est démasqué
et Ernesto est brièvement emprisonné avec Fidel dans la même cellule. Fidel était clairement un leader. Che était un peu plus intellectuel et réservé, même s'il parlait volontiers de ses expériences. Mais il ne faisait pas partie de ces hommes qui ont grandi dans une culture où on privilégie la rhétorique et où, dans un débat, il faut parler plus fort que les autres et imposer ses idées. Ce n'était pas un grand coq de combat, dirais-je. Ernesto est marié et père d'une petite fille. Il va abandonner, entre guillemets, Hilda, sachant qu'il va retrouver, il pense retrouver Hilda plus tard. Mais son destin n'est pas d'être père de famille. C'est pas comme ça qu'il voit les choses. À l'époque, ce sont les hommes qui commandent dans la famille. Les hommes font ce qu'ils veulent, tandis que les femmes sont préposées aux tâches domestiques. Même les plus progressistes et les révolutionnaires se conforment encore au modèle féminin des années 50. La femme doit donc s'occuper de la maison et des enfants, et l'homme peut vaquer à ses occupations et aller où bon lui semble, pourvu qu'il rapporte de l'argent. En ce qui concerne Castro et le Che, ni l'un ni l'autre ne se préoccupaient de cette question-là. C'est un déchirement, mais le choix est toujours fait en direction de l'action. Alors même s'il est déchiré, il ne va pas rester dans la maison, il ne va pas rester dans sa vie conjugale. Il ne peut pas accepter cela. Le 25 novembre 1956, Che Guevara, alors médecin, part pour Cuba avec Fidel Castro et 80 rebelles à bord d'un yacht baptisé Granma. 8 jours plus tard, ils atteignent les côtes cubaines. Ils sont accueillis par l'armée de Batista, qui a eu vent de l'opération. S'ensuit une confrontation sanglante dont seuls 12 rebelles sortent vivants. En Argentine, la famille Guevara est folle d'angoisse. Che envoie une missive signée de son surnom Tété pour rassurer sa mère et lui faire savoir qu'il est sain et sauf. Très peu de temps après, une missive écrite de sa main nous est arrivée, dans laquelle il disait, je ne me souviens plus des mots exacts, mais plus ou moins ceci: j'avais 7 vies, j'en ai perdu 2, il m'en reste 5. Je vais bien, Tété. En signant Tété, il nous faisait savoir que c'était bien lui. Les 12 rebelles se réfugient dans la Sierra Maestra et se réorganisent. Le Che se voit confier une colonne par le commandant en chef Fidel Castro qui coordonne toutes les actions. La détermination dont Ernesto fait preuve et ses talents de leader poussent Castro à le nommer à son tour Comandante le 21 juillet 1957. La guérilla gagne du terrain. De plus en plus de paysans des villages environnants se rangent aux côtés des rebelles. Certains se contentent de leur prêter main forte, d'autres s'engagent activement dans la lutte. Parmi les nouvelles recrues, Alberto Castellanos. Ce jeune homme se présente de son propre chef dans la Sierra Maestra, où il rencontre Ernesto Guevara. Je suis allé les rejoindre dans la montagne. Quand on a pris la première ville, il a eu besoin d'un chauffeur. Et le seul qui savait conduire, c'était moi. C'est comme ça que j'ai été amené à lui servir à la fois de chauffeur, d'assistant et de garde du corps. On s'entendait bien, très bien même. Alberto Castellanos restera toujours aux côtés de son commandante et l'épaulera dans ses moments de faiblesse. Un jour, je suis entré et je l'ai vu en pleine crise d'asthme. J'étais bouleversé. Il était là en train d'étouffer. Et puis il m'a vu et m'a confirmé ce que je redoutais. Ça m'a fendu le cœur. Cette photo est la seule où l'on voit le Che avec son inhalateur. Derrière lui, un autre garde du corps, José Mendoza Argvubin. Il y a eu une tempête et une invasion de moustiques et le Che a fait une grosse crise d'asthme.
José Mendoza Argubín est originaire de la Sierra Maestra. Fils de paysan, il a 17 ans lorsqu'il rejoint les guérilleros. Il sera, avec Alberto Castellano, l'un des 4 gardes du corps du commandante Che Guevara. Il y avait un lien spécial entre lui et moi. Les autres avaient peur de lui, mais moi, il ne m'a jamais fait peur. Je le trouvais génial, mais pas effrayant. C'était juste un être humain. Dans la Sierra Maestra, le médecin se transforme en combattant. Il troque son matériel de dentiste, grâce auquel il soulageait les rebelles dans la forêt tropicale, contre une arme. Il ne sauve plus, il tue. Le contexte de la guérilla vous change un homme. C'était une situation très particulière pour lui, d'autant plus qu'il était étranger. Le Che était quelqu'un de déterminé, et lorsqu'il disait que les traîtres devaient être fusillés, il fallait bien que quelqu'un s'en charge. Alors oui, il s'est endurci. Et il était résolu à combattre ses propres insuffisances. Le Che n'est pas un simple combattant. Il forme ses camarades, rédige un journal et donne des interviews. Il participe à la création de la radio clandestine Radio Rebelde, qui permet d'informer la population des victoires remportées par les guérilleros. Il était grand joueur d'échecs. Et les échecs, c'est vraiment aussi un jeu mental d'agressivité. Donc il avait de l'agressivité en lui, mais maîtrisé par une dimension cérébrale très forte chez lui. Il faut avoir à l'esprit qu'il était gravement asthmatique. Même si on a beaucoup parlé d'actes héroïques et qu'on sait que les guérilleros se sont énormément déplacés, il avait beau vouloir participer à toutes les actions, il ne pouvait pas tout faire. Il y a des situations où il était astreint à un rôle d'organisateur, où il s'est de lui-même cantonné à ce rôle dès l'époque de la Sierra Maestra. Peu de femmes se joignent à la lutte clandestine dans la Sierra. L'une d'elles est Ella Margarita Gómez de la Guardia. Elle fait partie de la première colonne de Fidel Castro, ce qui ne l'empêche pas de rencontrer Che Guevara. Il était très affectueux avec nous. Quand je les ai rejoints, eux, ils étaient là, dans la Sierra. Mais moi, je me demandais comment j'allais faire. Alors j'ai dit, et si mon père ne me laisse pas sortir, ni le soir, ni jamais? Et le Che m'a répondu, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Lui, il était plus attentionné que les autres. C'était un bel homme, le Che. Certains jours, il nous saluait tous un par un. On était aux anges. Il aimait les belles femmes et il les célébrait. L'une de ces belles guérilleras s'appelle Aleida March. La jeune femme travaille comme messagère. Elle assure la liaison entre les rebelles et la ville. Mais elle est démasquée. Forcée de rejoindre la clandestinité, elle intègre la 8e colonne du Che. Le commandante, encore marié, tombe amoureux. C'est en fait par hasard, en repassant en jeep dans la rue, qu'il va voir Aleida assise sur un paquet, sur son pactage, et il va lui dire « monte dans la jeep ». Et voilà, c'est fait. Je pense qu'il n'a pas eu grand-chose à faire. Il a juste à la prendre dans sa jeep et à l'amener en haut d'une colline le soir et regarder des étoiles. Et c'est simplement là que ça s'est passé. On pouvait seulement imaginer ce qui se passait parce qu'il restait discret. Je me suis dit, après tout, s'ils s'aiment, ils ne se cachaient pas tant que ça. Donc je m'en suis bien rendu compte. Entre nous, on faisait très attention à ce qu'on disait sur les autres. Mais parfois, il y en a qui racontaient un peu n'importe quoi. C'était des gens plutôt rustres. Parfois, le Che s'isolait avec cette jeune femme. On les laissait exprès tous les deux à l'écart. Vous voyez ce que je veux dire. Et Aleida dira, je suis monté dans cette jeep et je crois que je n'en suis jamais descendu.
Santa Clara. La prise de cette ville par les troupes rebelles a marqué un tournant dans la révolution cubaine. Le commando du Che s'empare de tous les sites stratégiques les uns après les autres avec l'aide d'Aleida March. Originaire de Santa Clara, elle connaît la ville comme sa poche. Le commandante a un plan. Il consiste à faire sauter un train blindé rempli d'armes, de soldats et d'officiers de l'armée de Batista. Pour cela, il lui faut de puissants explosifs et il charge Aleida de les lui procurer la veille de l'attaque. Il a réclamé un certain nombre de choses, dont un bulldozer pour arracher les rails. On appelait cette machine par son nom commercial Caterpillar. Et ma mère, qui n'était pas très portée sur tout ce qui était technique, a compris catres, palas y pilas, des lits de camp, des pelles et des piles. Elle s'est dit qu'en effet, ça pouvait être utile, et elle a ajouté ça sur sa liste. Mais il l'avait vue hésiter. Elle avait dû faire une drôle de tête. Alors il lui a demandé « Lis-moi ce que tu as écrit ». Et quand elle lui a lu... Aleida parvient à leur procurer un Caterpillar et ils font dérailler le train blindé. Les jeux sont faits. La voie est désormais libre pour marcher sur la Havane. C'est la plus grande victoire militaire de Che Guevara. Il photographie fièrement Aleida March devant le train blindé qu'elle a contribué à faire dérailler. De son côté, elle lui tend un savon. Il semble qu'à cette époque, l'hygiène n'ait pas été le fort du Che. Je suis resté 3 mois sans me laver, à porter les mêmes vêtements, sans jamais les laver ni rien. C'était comme ça dans la Sierra. Mais après, ça a changé. Et lui, il avait carrément la manie de prendre un bain tous les matins. Les rebelles assiègent maintenant la Havane. Batista, le dictateur, quitte Cuba dans la nuit du 31 décembre 1958. Fidel Castro est encore à Santiago de Cuba, qu'il vient de conquérir. Le 8 janvier, il fait une entrée triomphale avec ses troupes dans la capitale. Tout le pays est en liesse. Toujours aux côtés du Che, Alberto Castellanos, son chauffeur. On a exploré la Havane ensemble parce qu'on n'y était jamais venu, ni l'un ni l'autre. Il me disait « Prenons par là, on verra bien où ça nous mène ». C'est comme ça qu'on a découvert la ville, en roulant au hasard. On a appris à la connaître ensemble. Che Guevara installe son nouveau quartier général dans la forteresse de la Cabaña. Fidel Castro l'a nommé commandant et procureur suprême de cette prison. Aleida March est toujours près de lui en tant qu'assistante. Le 9 janvier, Ernesto est appelé à se rendre à l'aéroport. Une surprise l'y attend. Sa famille argentine a pris l'avion pour la Havane. Il ne l'a pas vue depuis près de 6 ans. Quand elle l'a vu, ma mère s'est mise à courir. Il était dans le hall de l'aéroport. En courant vers lui, elle s'est emmêlée les pieds dans les câbles. À l'époque, il y avait beaucoup de projecteurs pour pouvoir filmer. Dans sa course, elle a emporté tous les fils électriques. Je me souviens de leur étreinte. Vous imaginez, après toutes ces années? Quand je revois ces images, je suis profondément ému. Après cette longue étreinte, le Che salue les autres membres de sa famille, sa sœur Celia, son père Ernesto. Juan Martín, quant à lui, n'a que 16 ans et s'est mis sur son 31 pour ses retrouvailles avec son grand frère. J'allais retrouver un commandant. J'avais vu partir Ernestito et je m'apprêtais à rencontrer le commandante Ernesto Guevara. Là-bas, quand on était seuls tous les deux, on retrouvait nos rapports fraternels. Mais dès qu'il y avait du monde, c'était impossible.
Par exemple, entre nous, on s'appelait par nos sobriquets. Il m'appelait Tudito, pour Pelo Tudito, petit crétin, et moi, je l'appelais Tudasso, pour Pelo Tudasso, grand crétin. C'était notre truc. Mais je n'allais pas appeler un commandant comme ça devant tout le monde. Donc, on ne retrouvait vraiment nos habitudes de frères qu'en privé. Les deux frères retrouvent presque instantanément leur complicité. Ils ont tous deux conservé le même humour moqueur. Quand j'ai fait la connaissance d'Aleida ce jour-là, j'ai dit à Ernesto, je ne sais pas s'il le lui a répété. Si oui, ça n'a pas dû lui plaire. Mais on aimait blaguer, en jouant avec la langue. Donc j'ai dit, dis donc celle-là, c'est une grive? Comment ça? Oui, petite tête, gros cul. Après ça, quand on se voyait, il me disait « La griffe te salue ». La Cabaña. C'est de cette forteresse qu'Ernesto Guevara administre la justice révolutionnaire. Il préside aux arrestations et supervise les poursuites judiciaires des anciens officiels du régime de Batista et des dissidents du nouveau régime. Il ordonne la création de camps dits de rééducation ou de travail correctif. Les opposants politiques sont jugés dans des tribunaux. Le Che signe les arrêts de mort. Antonio Libre crée avec lui les services secrets cubains. Les deux hommes se sont connus dans les montagnes de la Sierra Maestra. Ils travaillent désormais ensemble à la Cabaña. Nous avons eu beaucoup à faire. J'ai passé environ 3 mois avec lui à la forteresse. Nous avons également organisé des procès en province. Mais nous supervisions tout depuis la Cabaña. C'est là qu'on a jugé les grands criminels, le noyau dur de la dictature, avec un sens de la justice très humaniste. Nous avons beaucoup travaillé. Mais je n'ai à rougir de rien. Je ne regrette aucun de nos actes. Un procès se déroule même en public, dans le Palais des Sports, devant 17 000 personnes. L'accusé s'appelle Jesus Sosa Blanco. C'est un colonel de l'armée de Batista, tenu pour responsable de 108 meurtres. Le procès est diffusé en direct à la télévision. Ces procès ne respectaient pas les normes juridiques considérées comme légales chez nous. Le juge était en même temps le procureur, et l'instance suprême, celui qui tranche en dernier lieu, était aussi le Che. Lui, son principe, c'était que chacun de toute l'équipe de Cabana devait participer. Che Guevara n'hésitait pas à tuer lorsqu'il fallait tuer un ennemi, il n'y avait pas de problème à ça. Il a été sans pitié, mais ça lui faisait quelque chose. Ce n'était pas un homme assoiffé de sang, absolument pas. Fidel Castro est satisfait du travail fourni par le Che. Il s'arrange pour lui octroyer la nationalité cubaine. Presque au même moment, son épouse Hilda arrive à La Havane avec leur fille, Hildita. Ernesto doit prendre une décision. C'était terriblement inconfortable pour lui. Il devait dire à cette femme que c'était fini, cette femme avec qui il avait eu un enfant, tout en sachant qu'Aleida était pour ainsi dire juste derrière la porte. Il devait trouver la force de dire à Hilda que leur histoire était terminée. Mais je pense qu'étant marxiste, elle avait intégré une certaine discipline en collaborant avec les rebelles et qu'elle avait compris et accepté la situation. Alors qu'Aleida, elle, était jalouse comme un petit chien, comme disent les Cubaines. Ernesto et Hilda divorcent. Le Che se remarie 10 jours plus tard avec Aleida March à la Cabaña. Je pense qu'il n'était pas particulièrement porté, lui, sur la notion de mariage. Mais je crois qu'en réalité, il était correct d'un point de vue politique, etc., de se marier avec elle. Il s'amusait beaucoup à ça, en fait, à ce mariage qui était en fait plutôt une farce qu'autre chose pour eux.
Mais ils se sont mariés, oui, effectivement. Toujours présent, le chauffeur Alberto Castellanos. Le jour du mariage, il a fallu signer les papiers. Les mariés avaient chacun 2 ou 3 témoins. Che a pris Fidel, Raoul et moi. J'étais en train de boire un verre quand j'ai entendu « Viens par ici ». Surpris, j'ai dit « Pourquoi ça ?» Eh bien, pour signer. La fête se tient chez Alberto Castellanos. La lune de miel du jeune couple est de courte durée. 10 jours après les noces, le Che part pour un voyage de 3 mois dans différents pays d'Afrique et d'Asie. Il s'agit de trouver des partenariats potentiels pour des contrats économiques avec Cuba. Fidel lui a toujours dit « Emmène Aleida avec toi. C'est l'occasion pour vous de faire un voyage de noces. Ce ne sera plus jamais possible après ça. Alors emmène-la. » Il a refusé catégoriquement. Et qui l'a accompagné pendant ce voyage? Son garde du corps, José Mendoza Argvubin. Le Che était un homme cultivé. Avant d'entreprendre ses visites, il lisait beaucoup, si bien qu'en arrivant dans un nouveau pays, il en connaissait déjà la culture et les usages. Quand on s'arrêtait dans un hôtel, on dormait dans la même chambre. Nous étions en guerre, on pouvait nous chercher querelle à tout moment. Je ne me rappelle pas qu'il ait acheté des souvenirs dans aucun des pays où nous sommes allés. Par contre, nous avons visité des usines. Le Che est nommé à la tête du ministère de l'Agriculture. Il entend accélérer la réforme agraire en mettant en avant l'importance du travail volontaire pour la communauté. Il rêve de créer un homme nouveau. Et ce rêve, il veut le réaliser à Cuba. Il donne l'exemple en s'imposant des périodes de travail bénévole dans les champs. Au ministère de l'Agriculture, il est confronté à un problème d'ordre privé. Son ex-femme Hilda et sa nouvelle épouse Aleida travaillent dans le même bâtiment. Là, il y avait à un étage Aleida et lui, et l'étage en dessous, il y avait Hilda. Et Hilda qui allait voir son père de temps en temps. Et son père avait mauvaise conscience de les avoir abandonnés, etc. Et Hilda parlait assez mal d'Aleida à sa secrétaire, par exemple, en disant qu'elle lui a volé son mari, etc. Et puis, d'un autre côté, il y a Aleida qui soupçonnait Hilda de vouloir reprendre son mari. Et donc, c'était devenu un enfer pour Che Guevara à ce moment-là, puisque il y avait sa fille et ses 2 femmes qui étaient en permanent conflit, et du coup, Che ne pouvait plus rester à l'INRA, et il était très content à ce moment-là qu'on lui propose de devenir le directeur de la Banque nationale cubaine. Ernesto Che Guevara est nommé président de la Banque centrale de Cuba. L'homme pour qui l'argent n'a aucune valeur décide de signer les nouveaux billets de son surnom, Che. Le Che, ministre des Finances, il n'avait pas du tout le profil. D'après Lénine, un État pouvait être gouverné par une simple cuisinière, parce qu'il s'agissait simplement d'avoir des connaissances pratiques d'ordre général. Mais les faits ont montré que ça ne fonctionnait pas. C'est pourquoi il a échoué. Il n'est jamais devenu fonctionnaire. En réalité, et même quand il devient directeur de la Banque nationale, ça paraît comme une espèce de farce. Mais ce n'est pas tout. Le Che est également nommé ministre de l'Industrie. Fin 1960, il entreprend à nouveau un long voyage, en Union soviétique cette fois. Puis il se rend en Chine pour négocier là aussi des accords commerciaux. C'est lorsqu'il séjourne en République populaire que sa fille Aleida vient au monde. Il ne la verra qu'un mois après sa naissance. Le Che a peu de temps à consacrer à ses enfants
Et cela ne changera pas à la naissance de son fils Camilo, puis de sa fille Celia, et enfin du petit Ernesto. Il est bien trop occupé à l'édification du socialisme à Cuba. Il prend toutefois le temps de leur envoyer régulièrement des cartes postales lors de ses voyages. Quand nous étions à l'école primaire, et même plus tard dans le secondaire, il nous arrivait souvent de trouver dans nos manuels scolaires des cartes postales qui nous étaient adressées à moi ou à mon frère, ou à nous, les enfants. Ces cartes étaient très bien écrites. Elles comportaient toujours une leçon, une morale qu'il avait jugé important de nous transmettre. C'était très touchant. On était toujours très émus quand on les lisait. Le Che est présent au premier anniversaire de Camilo. Sur la table, un énorme gâteau blanc selon la tradition cubaine. Et malgré l'interdiction à Cuba du Coca-Cola. Il n'avait pas vraiment beaucoup de temps pour être un père réel. C'était, à mon avis, son grand regret. Mais c'est vrai que sa vie politique et sa vie de combat ne lui avaient pas permis d'être présent avec ses enfants. Mais quand il était présent, il était vraiment présent. C'est-à-dire, il jouait vraiment avec ses enfants, etc. Non, c'est vrai que, voilà, ça c'est le sort de tous les gens qui sont extrêmement occupés dans des combats politiques ou autres, hein, c'est sûr. Papa Che manque-t-il à ses enfants? Tout le temps. Un père, qui plus est un père comme lui, la présence d'un père aide beaucoup dans la vie. Mais bon, c'est sûr qu'on a davantage besoin du soutien paternel quand on est enfant. Mais l'amour d'un père, c'est quelque chose dont on a besoin toute sa vie. Ces 4 hommes, eux, jouissent pleinement de la présence du Che. Ces gardes du corps sont sa petite famille et habitent eux aussi dans la maison familiale. La maison du Che était notre maison. Il avait eu un geste très amical. Les soldats dormaient généralement dans des lits très étroits. Mais lui, il nous a acheté 4 vrais lits. Et il mangeait la même chose que nous, ses subordonnés. Là où il s'asseyait, on s'asseyait aussi. On cohabitait vraiment sur un pied d'égalité dans cette maison. Il nous traitait comme ses frères ou ses fils. Ces années-là, le Che doit faire face à de nombreuses difficultés. En 1961, le débarquement de la baie des Cochons, cette tentative d'invasion militaire par les exilés cubains soutenus par les États-Unis, est repoussée avec succès. En 1962, c'est la crise des missiles de Cuba. L'URSS a l'intention d'implanter des missiles balistiques nucléaires sur l'île. Loin de s'améliorer, la situation économique empire, malgré le système d'économie planifié mis en place par le Che. En avril 1964, le Che s'offre une brève escale à Paris et visite le Louvre. Pour lui, c'était assez primordial, puisque sa mère lui a appris le français déjà, parce que sa mère était très passionnée par la France, par Paris. Il a beaucoup parlé à son fils de Paris, etc. Et quand, enfin, Che a pu aller à Paris, il a écrit une lettre à sa mère en disant « Je suis enfin à Paris ». Pour moi, c'était une nécessité presque organique de venir dans Paris. Le Che envoie une carte postale du Louvre à sa chère Aleida. Ma chérie, je m'imaginais te tenant par la main dans le Louvre quand j'ai cru te reconnaître en ce portrait de femme un peu rondelette, sérieuse, au sourire mélancolique, comme si elle attendait son amour parti au loin. Des baisers à vous tous, et tout spécialement à toi, ton maréchal, le Che. Il aurait rêvé d'être poète, il aurait rêvé d'être écrivain, je pense, profondément. Et donc, l'écriture, pour lui, c'est presque une seconde nature.
Et d'ailleurs, tous ces carnets de voyage, ces carnets de combat sont remplis de notes. Il n'arrête pas d'écrire, il n'arrête pas de noter, il n'arrête pas de lire. En 1965, le Che tient un discours à Alger et exprime son mécontentement vis-à-vis des relations commerciales entre Cuba et l'Union soviétique. L'URSS s'en plaint à Fidel Castro et le somme de faire rentrer son collègue dans le rang. Quand le Che rentre à la Havane le 14 mars, impatient de voir son petit Ernesto qui vient tout juste de naître, il est convoqué d'urgence par Fidel Castro pour une explication qui durera, dit-on, 40 heures. En sont-ils venus aux mains? On l'ignore, mais c'est bien possible. Ni le Che ni Fidel n'évitaient les conflits par honnêteté envers eux-mêmes et envers les autres. Même si on n'a aucune certitude, un certain nombre de choses laissent penser qu'il y a eu de la bagarre. Il savait ce qu'il attendait. Je pense qu'il avait décidé déjà de quitter Cuba. À un moment donné, il a dû en avoir ras-le-bol. Mais je pense d'une certaine façon, Che pouvait dire ce que Fidel ne pouvait pas dire, d'une certaine manière. Et donc, à l'égard de l'Union soviétique notamment. Par contre, Che avait décidé de prendre le large et de quitter Cuba. Alors, à ce moment, il était un homme libre et il pouvait dire ce qu'il devait dire à ce moment-là. Après cette explication musclée, le Che écrit une lettre à Fidel Castro. Il demande à être délié de toutes ses fonctions gouvernementales et renonce à la nationalité cubaine. 2 semaines plus tard, il troque son statut de fonctionnaire contre son ancien rôle de combattant. Il part pour le Congo, où il veut profiter de la rébellion Simba pour exporter la révolution en terre africaine. Personne ne connaît ses intentions, pas même sa famille. Ma mère était très malade. Elle avait été hospitalisée. Comme personne ne savait où il était, elle a voulu à tout prix téléphoner à sa femme depuis l'hôpital. Aleida lui a répondu qu'il n'était pas là, qu'il était parti sans dire où il allait, à la campagne peut-être. Cette réponse ne satisfaisait pas du tout ma mère. Où est-il? Où est Ernesto? Son état était critique. Elle se savait mourante. Et elle est décédée sans avoir de réponse à ses questions. Où était-il? Que faisait-il? Pourquoi ne donnait-il pas signe de vie? Les efforts du Che au Congo restent vains. Les Congolais ne veulent pas de révolution. Cet autoportrait illustre bien l'échec. Déçu, amaigri, le Che se réfugie 3 mois à l'ambassade de Cuba, en Tanzanie. Dès qu'elle le sait, sa femme Aleida se précipite à Dar es Salaam, où elle aura le privilège de passer 3 semaines avec lui. Mais c'était vraiment un moment absolument formidable, parce que c'était en fait la première fois depuis longtemps qu'elle était avec son mari, et son mari ne pouvait pas sortir. Donc elle était avec lui dans la chambre pendant des jours et des jours, et donc il n'était qu'à elle, et elle n'était qu'à lui. Et donc ils ont passé leur temps à lire et à faire toutes espèces de choses qu'on peut imaginer, mais seule, enfermée, et pour elle c'était un rêve, en réalité, qui se réalisait enfin. Voilà. En juillet 1966, le Che rentre à Cuba, mais dans le plus grand secret. Son objectif, créer un nouveau foyer révolutionnaire, cette fois en Bolivie. Ernesto Che Guevara devient Adolfo Mena, un homme d'affaires uruguayen. C'est sous cette nouvelle identité qu'il se prépare militairement et physiquement à mener une nouvelle guérilla dans un camp, près de Pinar del Rio. Afin d'éviter tout risque de révéler son identité, le Che reste déguisé même lorsqu'il rend visite à sa famille. Ses enfants eux-mêmes ne savent pas qui se cache derrière cet homme chauve à lunettes qu'on leur présente comme un ami de la famille. Mais ses enfants, il ne s'est pas présenté comme leur père. Il s'est présenté comme un ami de la famille. Donc pour lui, ce n'était pas donc pour que ses enfants le voient. C'était pour que lui, il voie une dernière fois ses enfants.
Et d'ailleurs, la petite Aleida, la fille, a dit à sa mère à un moment donné, je crois que cet homme-là, il m'aime. C'est extraordinaire. Donc, effectivement, il y avait ce déchirement personnel auquel il ne pouvait rien faire, sinon poser un acte. Il était relativement fataliste. Il s'est toujours dit, si personne ne le fait, je dois le faire moi. En novembre 1966, Che Guevara, alias Adolfo Mena, arrive à La Paz, en Bolivie. Il s'est fixé une mission pour le moins audacieuse, poser les bases de la libération de l'Amérique latine en établissant un foyer insurrectionnel au cœur du continent, qui puisse rayonner dans tous les pays voisins, y compris le sien, l'Argentine. Mais cet ambitieux projet, il doit le réaliser dans des conditions extrêmement mauvaises. Pour commencer, il n'est accompagné que d'une quinzaine de combattants cubains et en recrute à peine plus du double sur place. Les paysans quechua ne veulent pas être libérés et le Parti communiste bolivien se refuse à fournir des hommes. Même Cuba se dérobe et n'envoie pas de renfort. Le Che est accablé par de terribles crises d'asthme. Son armée de libération est mal équipée. Bientôt, les rebelles sont pris au piège, encerclés par 1600 militaires boliviens entraînés par les forces spéciales de la CIA. Le 7 octobre, le Che écrit une dernière fois dans son journal. Un jour plus tard, il est fait prisonnier. La Higuera, un petit village de montagne, le Che est enfermé dans l'école. Les soldats se font photographier fièrement avec le révolutionnaire émacié. Il sera exécuté le lendemain de sa capture sans autre forme de procès. Un simple soldat est chargé de le fusiller. Il est mort avec cette veste sur le dos. Le lendemain, son corps est transporté jusqu'à la capitale de la province, Valle Grande, et exposé à la vue de tous. Ses mains sont coupées et envoyées à La Havane avec son journal. Camilo et ses frères et sœurs n'ont plus de père. Qu'ont-ils ressenti en apprenant sa mort? 50 ans plus tard, ils n'en ont plus qu'un vague souvenir. Un jour, j'ai raconté à ma mère ce dont je croyais me souvenir, et il s'est avéré que son souvenir à elle était bien différent. Alors, soit c'est elle qui a transformé la réalité, soit c'est moi. Bref, je préfère ne pas en parler. Comme je ne suis pas sûr de ce que je raconte, pour moi, ça reste une simple version des choses. La mort est quelque chose de terrible pour ma sœur et pour mon père. Ils se ressemblent à ce niveau-là. Moi, je ne peux pas dire que ça ne me fasse ni chaud ni froid. Évidemment, on ne veut pas que ça arrive. Mais en l'occurrence, on savait que ça pouvait arriver. Donc on y était plus ou moins préparé. En 1997, les ossements de Che Guevara et des autres combattants cubains sont retrouvés dans une fosse commune près de l'aéroport de Valle Grande, en Bolivie, et exhumés. Quelques semaines plus tard, en octobre 1997, ils sont transférés au mausolée de Che Guevara à Santa Clara lors d'une cérémonie solennelle de grande importance pour Cuba. Une partie de la famille, y compris celle de ma mère, n'était pas très favorable au fait qu'on rapatrie les ossements à Cuba. Mais la majorité de ses proches y tenaient. Le révolutionnaire et ses derniers compagnons de lutte reposent donc au sein de ce monument dédié au Che. Les cimetières, ça n'est pas trop mon truc. Pour moi, comme je l'ai toujours dit, on devrait rendre hommage au Che le 14 juin, le jour de sa naissance, ou alors le jour où il a inauguré une usine, mais pas le 8 ou le 9 octobre, et pas là où il a été enterré. Enfin, la religion, les mythes, tout cela existe, et je le respecte.
Ernesto Che Guevara meurt à 39 ans, et cette mort précoce fait de lui un mythe. Le portrait de ce héros jeune, beau et invulnérable devient une icône, un emblème, qui sera utilisé par de nombreux mouvements révolutionnaires, comme ceux des étudiants des années 1970, et même par de grands groupes industriels. Il reste de lui cette célèbre veste en cuir qu'il a portée lors d'une manifestation en 1960, celle où a été prise cette photo qui a fait le tour du monde. Et ses proches, qu'ont-ils conservé de lui? En réalité, la vie et l'œuvre du Che ont un caractère éminemment public. Par conséquent, il est difficile de trouver quelque chose qui n'appartienne qu'à nous. Il m'a offert une de ses ceintures de combat lorsqu'on est allé le voir en 1959. Quand les choses se sont compliquées en Argentine, je l'ai donnée à un camarade qui l'a remportée à La Havane, où elle est encore aujourd'hui. Nous avions des enregistrements qu'il nous avait envoyés, des sortes de contes sortis de son imagination, inspirés entre autres de ses voyages en Afrique. Malheureusement, les cassettes se sont endommagées. Tu pourras le raconter, mais toi, tu n'as pas pu les écouter. Moi, si. Voilà, c'est mon souvenir à moi. Plus tard, il m'a offert un petit jeu d'échecs. Ça, je l'ai gardé, c'est la seule chose que j'ai conservée. Quant au chien, il est mort, évidemment.